Ibrahim Traoré sauvé par Poutine. Comment les avions de chasse américains ont été contraints de reculer. C'est l'histoire d'un vol qui a secoué le monde, d'un voyage qui a commencé comme une mission diplomatique mais est devenu un symbole flamboyant de défi. Au-dessus de l'Atlantique, le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso a été confronté à un acte d'agression sans précédent de la part des avions de combat américains et français déterminés à l'empêcher d'atteindre Moscou. Mais alors que le ciel s'assombrissait et que les enjeux montaient en flèche, un allié inattendu est entré dans la mêlée, transformant un moment de crise en une position historique pour la souveraineté africaine. C'était une matinée radieuse à Ouagadougou, le cœur animé du Burkina Faso. Le soleil projetait des rayons dorés sur le palais présidentiel, où le président Ibrahim Traoré était assis à son bureau en acajou poli, examinant les derniers détails d'un voyage qui définirait son héritage. Il avait été personnellement invité par le président Vladimir Poutine à Moscou pour assister au 80e anniversaire de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Un grand défilé militaire sur la place rouge, spectacle de la force inflexible de la Russie. Pour Ibrahim, il ne s'agissait pas seulement d'une visite cérémonielle. C'était l'occasion de consolider la place du Burkina Faso sur la scène mondiale, de déclarer l'indépendance de sa nation de l'emprise étouffante des puissances occidentales. Ibrahim n'était pas un leader ordinaire. Depuis qu'il a pris le pouvoir dans le cadre d'une démarche audacieuse visant à libérer son pays, il a mené une campagne incessante pour récupérer la souveraineté du Burkina Faso. Sa politique, expulser les bases militaires étrangères, nationaliser des industries clés et nouer des liens avec des pays non occidentaux, avait provoqué une onde de choc dans les capitales Washington et Paris. Son alliance croissante avec la Russie était particulièrement exaspérante pour l'Occident, un défi direct au vieil ordre impérial qui avait longtemps dicté le sort de l'Afrique. À ses côtés, au palais se trouvait Amina Diallo, sa chef de cabinet farouchement fidèle. Amina, une stratège à l'esprit vif et au regard brûlant, a joué un rôle déterminant dans la navigation dans le champ de mine diplomatique des réformes d'Ibrahim. L'Occident ne se laissera pas faire, Monsieur le Président, a-t-elle prévenu d'une voix basse mais ferme. Ce voyage à Moscou, ils le verront comme une gifle. Ibrahim hocha la tête, la mâchoire serrée. Laissez-les. Le Burkina Faso ne s'incline devant personne. C'est notre moment, Amina. Nous allons à Moscou et nous montrons au monde à quoi ressemble la souveraineté. Était également présent dans la salle le capitaine Moussa Koné, le commandant grisonnant de la flotte aérienne présidentielle du Burkina Faso. Moussa, un pilote vétéran avec des cicatrices de conflits passées gravées sur ses mains, a été chargé d'assurer la sécurité du vol d'Ibrahim. « L'avion est prêt, monsieur, dit-il d'une voix ferme. Mais j'ai entendu des rumeurs. Les renseignements occidentaux nous surveillent de près. Nous devons être prêts à tout. » Ibrahim croisa le regard de Moussa. « Ensuite, nous volons les yeux grands ouverts. C'est plus qu'un voyage, capitaine. C'est une déclaration. » En Occident, l'ambiance était à une panique à peine dissimulée. Les États-Unis et la France, avec leur longue histoire d'influence en Afrique, considéraient le pivotement d'Ibrahim vers la Russie comme une menace directe. Lors de réunions d'information secrètes, le général américain Richard Harlan et l'amiral française Claire Dubois avaient clairement exprimé leur position. Le défi du Burkina Faso ne pouvait être toléré. Traoré franchit une ligne rouge, a grogné Harlan dans une salle de crise du Pentagone. S'il atteint Moscou et se tient aux côtés de Poutine, c'est un signal pour toutes les nations africaines de se libérer. Nous l'arrêterons, quoi qu'il en coûte. L'amiral Dubois, les lèvres pincées, a ajouté « La France a des intérêts au Sahel. Nous ne pouvons pas permettre à ce parvenu de déstabiliser notre position. Interceptez sa fuite, général. Faites bien comprendre qui contrôle le ciel. » Alors que l'avion d'Ibrahim, un jet élégant et personnalisé nommé « L'Espoir d'Afrique », l'Espoir de l'Afrique, se préparait à décoller, l'air à Ouagadougou était rempli d'impatience. Des foules se sont rassemblées devant l'aéroport, agitant le drapeau du Burkina Faso et scandant le nom d'Ibrahim. Ils le considéraient comme un héros, un leader qui osait tenir tête aux puissances les plus puissantes du monde. Amina se tenait aux côtés d'Ibrahim alors qu'il montait à bord, son expression étant un mélange de fierté et de malaise. « Le monde nous regarde, monsieur.
murmura-t-elle. C'est notre chance de leur montrer qui nous sommes. Ibrahim lui fit un signe de tête rassurant. Alors donnons-leur un spectacle qu'ils n'oublieront jamais. L'avion a rugi dans le ciel, s'élevant au-dessus de la tapisserie vibrante du paysage burkinabé. À l'intérieur de la cabine, Ibrahim était assis dans un fauteuil en cuir, le regard fixé sur l'horizon. À ses côtés se trouvait le docteur Kwame Sankara, un brillant économiste et conseiller qui avait contribué à l'élaboration des nouvelles politiques commerciales du Burkina Faso. Kwame, un homme à la voix douce et doté d'un esprit comme d'un piège en acier, était là pour préparer Ibrahim aux discussions économiques à Moscou. Le soutien de la Russie pourrait nous ouvrir des portes, a déclaré Kwame en ajustant ses lunettes. Mais l'Occident tentera d'étouffer notre économie en représailles. Nous devons être prêts. Les yeux d'Ibrahim s'assombrirent. Ils étouffent l'Afrique depuis des siècles, Kwame. Cette fois, nous brisons les chaînes. La voix du capitaine Moussa crépitait dans l'interphone. Nous sommes à l'altitude de croisière, Monsieur le Président. Tout est clair pour l'instant. Mais alors même qu'il parlait, le copilote de Moussa, le lieutenant Fatou Camara, un jeune mais extrêmement compétent aviateur, remarqua une étincelle sur le radar. Elle se pencha en avant, les sourcils froncés. « Capitaine, nous avons quelque chose. 2 objets se déplaçant rapidement, approchant de l'ouest. » Les mains de Moussa se resserrèrent sur les commandes. « Identifiez-les, lieutenant. » Les doigts de Fatou survolèrent la console. « Des avions militaires, monsieur, des F-35 américains et des Rafales français. Ils sont sur une trajectoire d'interception. » La cabane devint silencieuse. Les yeux d'Ibrahim se plissèrent tandis qu'Amina se précipitait à ses côtés. « Ce n'est pas une coïncidence, » a-t-elle sifflé. « Ils essaient de vous empêcher d'atteindre Moscou. » La voix d'Ibrahim était calme, mais ses paroles portaient le poids de l'acier. « Ils peuvent essayer, mais le Burkina Faso ne se met pas à genoux. » Alors que les avions occidentaux se rapprochaient, leurs formes élégantes scintillant au soleil, la radio crépitait d'une voix froide et autoritaire. « Ici le colonel James Whittaker de l'armée de l'air américaine. Vous entrez dans un espace aérien restreint. Détournez immédiatement votre route et atterrissez sur la base de l'OTAN la plus proche. Si vous ne vous y conformez pas, des mesures immédiates seront prises. » Ces mots étaient une gifle, une tentative flagrante d'humilier le Burkina Faso sur la scène mondiale. Mais ce qui suivit fut encore plus scandaleux. Une deuxième voix, débordante d'arrogance, coupa le bruit. « Voici le capitaine Élodie Moreau de l'armée de l'air française. Président Traoré, vous transportez des documents classifiés volés aux renseignements français. Atterrissez maintenant ou nous traiterons votre vol comme un acte hostile. » Le sang d'Ibrahim bouillait. L'accusation était un mensonge, un prétexte fabriqué pour justifier leur agression. Le visage d'Amina se tordit de fureur. « Des documents volés? C'est une insulte. Ils inventent ça pour nous salir. » Les mains de Kwame serrèrent les poings. « C'est l'impérialisme dans sa forme la plus laide. Ils pensent qu'ils peuvent nous forcer à nous soumettre. » Le capitaine Moussa se tourna vers Ibrahim, les yeux flamboyants. « Vos ordres, monsieur ?» Ibrahim se pencha en avant, la voix basse mais résolue. « Nous ne nous détournons pas. Nous n'atterrissons pas. Continuez vers Moscou. Laissez-les voir ce qui se passe lorsqu'ils défient une Afrique libre. » Moussa hocha la tête, la mâchoire serrée. « Oui, monsieur. » Il se tourna vers Fatou. « Augmentons la vitesse. Faisons-les travailler pour cela. » L'avion s'est précipité vers l'avant, ses moteurs rugissant tandis que les avions occidentaux le flanquaient, leurs ailes dangereusement rapprochées. La radio crépita à nouveau, la voix de Whittaker étant désormais empreinte de menace. « C'est votre dernier avertissement, Traoré. Atterrissez maintenant ou nous vous forcerons à descendre. » La menace n'était plus voilée. L'esprit d'Ibrahim s'emballait, mais sa détermination était inébranlable. Il savait ce qui était en jeu, pas seulement sa vie, mais l'avenir du Burkina Faso, de l'Afrique elle-même. S'il cédait, ce serait une victoire pour les anciennes puissances coloniales, un signal que l'Afrique ne pourrait jamais se relever, mais s'il tenait bon, il pourrait allumer un incendie qui ravagerait tout le continent. La tension dans la cabine était suffocante. Amina agrippa l'accoudoir, les jointures blanches. Kwame marmonna une prière dans sa barbe. Les yeux de Fatou allaient du radar aux commandes, le cœur battant. Les mains de Moussa étaient fermes, mais sa voix trahissait une lueur de peur.
Ils nous verrouillent, monsieur. Les systèmes de missiles sont actifs. Le regard d'Ibrahim était comme du fer. Tiens le cap. Mais les puissances occidentales avaient sous-estimé leur proie. Alors que la situation semblait sur le point d'exploser, un nouveau bruit retentit dans l'air. Le rugissement tonitruant des moteurs à réaction, venu non pas de l'ouest, mais de l'est. Le radar de Fatou s'illumine de nouvelles signatures. « Capitaine, nous avons reçu 6 avions, ils avancent vite. » Les yeux de Moussa s'écarquillèrent. « Qui sont-ils » La voix de Fatou tremblait d'incrédulité. « Des Su-57 russes, ils sont là pour nous. » Une nouvelle voix, grave et imposante, coupa le bruit radiophonique. Ici le major Alexei Volkov de l'armée de l'air russe. Avions américains et français, vous gênez un vol souverain. Retirez-vous immédiatement, sous peine de subir les conséquences. La cabine éclata dans un mélange de soulagement et de défi. Les yeux d'Amina brillaient de triomphe. « Russie! Ils sont venus nous chercher! » Ibrahim s'autorisa un léger sourire. Poutine a tenu parole. Les avions russes étaient visibles, leurs formes élégantes contrastant fortement avec la posture agressive des chasseurs occidentaux. La voix du major Volkov revint, désormais tranchante avec de l'acier. « Je le répète, retirez-vous maintenant. L'avion du président Traoré est sous notre protection. Toute action hostile sera combattue par la force. » Les pilotes américains et français hésitent. La voix du colonel Whitaker résonna, tendue par la frustration. « C'est un scandale! Vous n'avez aucune autorité ici! » La réponse de Volkov fut glaciale. « Testez-nous et vous verrez notre autorité. » Pendant des minutes angoissantes, le ciel était une poudrière. Les avions occidentaux ont maintenu leur position, leur verrou de missiles toujours actif. L'avion d'Ibrahim a été pris dans une danse meurtrière, flanqué d'ennemis et gardé par des alliés. Puis, dans un mouvement qui a fait frissonner la cabine, l'un des rafales français a tiré un coup de semonce, une rafale d'obus traceurs qui ont traversé le ciel, manquant. L'espoir d'Afrique, de quelques mètres seulement. Cet acte était une provocation grotesque, une tentative délibérée d'intimidation. Amina a crié « Il nous tire dessus !» Le visage de Kwame était cendré et ses mains tremblantes. La voix de Fatou se brisa lorsqu'elle rapporta « Ils s'intensifient, monsieur. Ils essaient de nous forcer à descendre. » La colère d'Ibrahim était un volcan, à peine contenu. Le coup de semonce n'était pas seulement une attaque contre son avion. C'était une attaque contre la dignité du Burkina Faso, contre le droit de l'Afrique à exister sur un pied d'égalité. « Ils pensent qu'ils peuvent nous faire peur. » grogna-t-il. « Ils pensent que nous allons rompre. Ils ont tort. » La voix de Moussa était sombre. « Monsieur le Président, nous sommes à court d'options. S'ils tirent à nouveau... » « Ils ne le feront pas, » a déclaré Ibrahim, sa voix traversant le chaos. « La Russie ne les laissera pas faire. » Comme par hasard, les avions russes ont exécuté une manœuvre audacieuse, se séparant par paires et se positionnant entre l'avion d'Ibrahim et les chasseurs occidentaux. La voix du major Volkov retentit à la radio. « Ceci, c'est votre dernier avertissement. Tirez un autre coup de feu et nous répondrons. Partez maintenant. » L'impasse s'éternisait, chaque seconde étant une éternité. Les pilotes occidentaux, confrontés à la détermination inébranlable de l'escadre russe, commencèrent à hésiter. La voix du général Harlan crépitait via un canal sécurisé, audible uniquement par Whitaker et Moreau. « Retirez-vous, » aboya-t-il, le ton amer. « Nous ne pouvons pas risquer une guerre à ce sujet. » « Pas encore. » La voix de l'amiral Dubois était venimeuse. « Ce n'est pas fini, Traoré. Tu t'es fait des ennemis aujourd'hui. » Lentement, à contre-cœur, les avions américains et français se sont éloignés, leurs formes se rétrécissant au loin. Les Su-57 russes ont maintenu leur formation protectrice, escortant l'espoir d'Afrique à travers le ciel désormais silencieux. La cabine éclata de joie, Amina embrassant Kwame, Fatou s'effondrant sur son siège et Moussa laissant échapper un long souffle tremblant. Ibrahim restait immobile, les yeux fixés sur l'horizon. Le danger était passé, mais le feu dans son cœur brûlait plus fort que jamais. Les puissances occidentales avaient tenté de l'écraser.
d'humilier sa nation par le mensonge et la violence. Ils avaient échoué. Avec le soutien de la Russie, le Burkina Faso a tenu bon, et le monde le saura. Le reste du vol fut un flou de relief et de réflexion. Amina, toujours pragmatique, a commencé à rédiger une déclaration au peuple burkinabé, condamnant l'agression de l'Occident et célébrant sa victoire. Kwame griffonnait des notes pour les négociations économiques à Moscou, son esprit s'emballant avec les possibilités. Moussa et Fatou ont maintenu l'avion stable, leur fierté de leur mission palpable. Tandis que l'espoir d'Afrique descendait vers Moscou, Ibrahim s'accorda un moment de triomphe tranquille. Le ciel avait été un champ de bataille, mais il en était sorti indemne, son message étant plus fort que jamais. Le Burkina Faso était libre et aucune force sur terre ne pouvait le faire taire. L'avion a atterri à l'aéroport de Vnukovo, accueilli par un flot de responsables russes et une garde d'honneur militaire. Le président Vladimir Poutine lui-même se tenait sur le tarmac, sa présence témoignant de l'alliance forgée au creuset de cette confrontation aérienne. Alors qu'Ibrahim pénétrait sur le sol russe, Poutine lui tendit la main, son sourire chaleureux mais ses yeux perçants de compréhension. « Bienvenue à Moscou, président Traoré », a-t-il déclaré. « Vous avez marqué l'histoire aujourd'hui. » Ibrahim serra la main de Poutine d'une voix ferme. « Merci, président Poutine. Ce n'est pas seulement ma victoire, c'est celle de l'Afrique. » Les deux dirigeants étaient solidaires, leurs poignées de main symbolisant une ère nouvelle. Derrière eux, Amina et Kwame échangèrent des regards, leur épuisement laissant place à l'espoir. Moussa et Fatou, toujours en uniforme de pilote, regardaient depuis la porte de l'avion, le torse gonflé de fierté. Le défilé du 80e anniversaire sur la place Rouge a été un spectacle de puissance militaire, avec des chars roulants et des avions à réaction rugissant au-dessus de nos têtes. Ibrahim se tenait aux côtés de Poutine, sa présence contrastant fortement avec celle des dirigeants occidentaux qui avaient boycotté l'événement. Au fur et à mesure que la procession se déroulait, les pensées d'Ibrahim dérivèrent vers le sens plus large de son voyage. Il ne s'agissait pas seulement du défi du Burkina Faso. Il s'agissait du réveil de l'Afrique, d'un continent qui se relève de siècles d'oppression pour revendiquer la place qui lui revient. Pendant un moment de calme, Ibrahim s'est tourné vers Poutine. « Votre soutien nous a sauvés aujourd'hui, » a-t-il déclaré. « Mais c'est plus que cela. Vous avez montré à l'Afrique que nous n'avons pas à nous plier à l'Occident. Nous pouvons être égaux. » Les yeux de Poutine brillaient. « Le monde change, président Traoré. Ceux qui luttent pour leur souveraineté auront toujours le respect de la Russie. Vous avez montré le courage qu'il fallait pour mener ce changement. » Les journées à Moscou étaient un tourbillon de réunions, de cérémonies et de discussions stratégiques. Lors d'un dîner d'État, Ibrahim a rencontré le général Sergei Ivanov, un conseiller militaire russe qui avait coordonné l'escorte du Su-57. « Vos pilotes étaient intrépides », lui a dit Ibrahim. « Ils ont inversé la tendance. » Ivanov sourit. « Le major Volkov est l'un de nos meilleurs. Il savait ce qui était en jeu. Votre fuite était un signal pour le monde. L'Afrique n'est plus un pion. » Ibrahim a également rencontré le Dr Elena Petrova, une diplomate russe qui a proposé une série de partenariats économiques pour soutenir la croissance du Burkina Faso. « Nous pouvons vous aider à construire des infrastructures, à former vos ingénieurs, » a-t-elle déclaré. « L'Occident tentera de vous étrangler avec des sanctions, mais nous veillerons à ce que vous prospériez. » Les offres étaient une bouée de sauvetage, mais Ibrahim savait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches. L'humiliation de l'Occident ne resterait pas sans réponse. Le général Harlan et l'amiral Dubois préparaient déjà leur vengeance, divulguant à la presse mondiale de fausses informations sur la provocation irresponsable du Burkina Faso et ses liens avec l'agression russe. Ces mensonges étaient exaspérants, une tentative délibérée de ternir la victoire d'Ibrahim et de s'aimer la division en Afrique. De retour à Ouagadougou, le peuple burkinabé est descendu dans la rue, la voix élevée dans des chants de défi. La déclaration d'Amina, diffusée dans tout le pays, a condamné l'attaque lâche de l'Occident et loué le soutien inébranlable de la Russie. Le coup de semonce tiré par le Rafale français est devenu un cri de ralliement,
un symbole de l'arrogance occidentale qui n'a fait que renforcer la détermination du Burkina Faso. Dans les semaines qui ont suivi, le leadership d'Ibrahim a inspiré une vague de solidarité dans toute l'Afrique. Les dirigeants du Mali, du Niger et de l'Éthiopie ont tendu la main, désireux de forger leurs propres alliances avec la Russie et de se libérer de la domination occidentale. Le président sud-africain Thabo Mbeki a appelé personnellement Ibrahim. « Vous nous avez montré le chemin, dit-il. L'Afrique doit s'unir, ne plus s'agenouiller. » Le voyage d'Ibrahim a également déclenché un progrès économique. Des ingénieurs russes sont arrivés à Ouagadougou pour construire des parcs solaires, tandis que des investisseurs chinois proposaient un nouveau chemin de fer reliant le Burkina Faso aux marchés mondiaux. Les plans économiques de Kwame portaient leurs fruits, prouvant que le Burkina Faso pouvait prospérer sans l'aide occidentale. Mais les représailles occidentales ont été implacables. Les sanctions se sont durcies et les ONG étrangères ont commencé à se retirer, laissant les hôpitaux et les écoles sous-financés. Dans un geste particulièrement ignoble, un groupe de réflexion soutenu par les États-Unis a publié un rapport accusant Ibrahim de violation des droits humains, citant des preuves fabriquées de toutes pièces provenant de sources anonymes. Le rapport était une tentative transparente de le discréditer et a alimenté la fureur d'Ibrahim. « Ils mentent pour nous rabaisser », a-t-il déclaré à Amina. « Mais nous dénoncerons leur hypocrisie. » Amina, toujours en stratège, proposa une contre-offensive. « Nous organiserons un sommet africain », a-t-elle déclaré. « Invitez toutes les nations à Ouagadougou. Faites-leur voir la vérité. Le Burkina Faso est fort et nous ne sommes pas seuls. » Le sommet a été un triomphe. Les dirigeants de tout le continent se sont réunis pour dénoncer l'ingérence occidentale. Le discours d'Ibrahim, retransmis en direct, était un appel aux armes. L'Occident a tiré sur notre avion, a menti sur nos intentions et essaie maintenant d'affamer notre peuple, a-t-il tonné. Mais nous sommes l'Afrique, nous sommes inébranlables. Avec des alliés comme la Russie, nous construirons un avenir où personne n'osera plus nous menacer. La foule rugit, leur voix résonnant dans les rues. Le sommet a marqué un tournant, un moment où les dirigeants africains ont commencé à se considérer non pas comme des nations isolées, mais comme une force unie. Le défi d'Ibrahim avait allumé une étincelle et les flammes se propageaient. Alors qu'Ibrahim se tenait au balcon du palais présidentiel, face à Ouagadougou, il savait que le combat était loin d'être terminé. L'Occident poursuivrait ses projets, ses sanctions, ses mensonges. Mais le Burkina Faso n'était plus le même. Le peuple, autrefois courbé par des siècles d'exploitation, se tenait désormais debout, sa fierté inébranlable. Le coup de semonce lancé dans le ciel, destiné à les briser, avait au contraire forgé une nouvelle Afrique, unie, intrépide et libre. Le voyage d'Ibrahim Traoré à Moscou avait été plus qu'une mission diplomatique. C'était une déclaration de guerre contre l'impérialisme, une victoire qui résonnait du Sahel jusqu'au Cap. Avec le soutien de la Russie, il a affronté les puissances les plus puissantes du monde et a gagné, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour tous les Africains rêvant d'un avenir sans chaîne. Et tant qu'il dirigera le pays, Ibrahim s'est engagé à continuer de se battre en gardien du destin de l'Afrique, prêt à affronter n'importe quelle tempête pour garantir que la voix de son continent ne soit plus jamais réduite au silence. L'histoire de la fuite périlleuse d'Ibrahim Traoré vers Moscou est plus qu'un drame géopolitique. C'est un puissant témoignage de courage, de résilience et de poursuite inébranlable de la souveraineté. En réfléchissant à ce récit, je suis frappé par les leçons profondes qu'il offre, non seulement aux nations, mais aussi aux individus confrontés aux défis de la vie quotidienne. La détermination inébranlable de Traoré face à des obstacles insurmontables, des avions de combat américains et français, des accusations fabriquées de toutes pièces et un coup de semonce destiné à intimider, résonne profondément, me rappelant que la véritable force réside dans le fait de rester ferme sur ce en quoi on croit, quel qu'en soit le prix. L'un des points clés à retenir est l'importance du courage sous pression. Le refus de Traoré de détourner son avion, malgré la menace de la force militaire, reflète des moments de notre vie où nous sommes confrontés à des obstacles de taille,
qu'il s'agisse de résister à un lieu de travail toxique, de défier les normes sociétales ou de poursuivre un rêve contre le scepticisme. Son exemple nous enseigne que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. Dans ma propre vie, je peux appliquer cela en affrontant des conversations difficiles ou en prenant des risques pour atteindre mes objectifs, sachant que reculer ne fait que perpétuer le contrôle externe sur mon chemin. Une autre leçon est le pouvoir des alliances. La victoire de Traoré n'a pas été solitaire. L'intervention opportune de la Russie a inversé la tendance. Cela souligne la valeur de l'établissement de relations de soutien. Dans la vie quotidienne, m'entourer de personnes qui partagent mes valeurs, amis, mentors ou collègues, peut me donner la force de surmonter les défis. Qu'il s'agisse de demander conseil lors d'un changement de carrière ou de s'appuyer sur sa famille dans des moments difficiles, ces alliances amplifient notre résilience, tout comme la Russie a amplifié le défi du Burkina Faso. L'histoire met également en évidence le danger des récits extérieurs. Les fausses allégations occidentales de documents volés étaient une tentative calculée de discréditer Traoré. Dans nos vies, nous sommes souvent confrontés à des rumeurs, des préjugés ou des erreurs de jugement qui menacent notre réputation. La leçon ici est de rester fidèle à notre intégrité et de contrer les mensonges par l'action et non par la réaction. En me concentrant sur mon travail et mes valeurs, je peux surmonter les tentatives de me saper, tout comme Traoré l'a fait en poursuivant sa mission. Enfin, le triomphe de Traoré est un appel à l'action collective. Sa position a inspiré l'unité africaine, montrant que le défi individuel peut déclencher un changement plus large. Cela me motive à contribuer à ma communauté, que ce soit en faisant du bénévolat, en défendant la justice ou en soutenant les rêves des autres. De petits actes de courage peuvent se répercuter sur l'extérieur, créant un héritage d'autonomisation. Quelle incroyable histoire de défis et de victoires! Le parcours d'Ibrahim Traoré nous rappelle à tous de rester fermes, de bâtir des alliances solides et de lutter pour notre vérité. Si cette histoire vous a inspiré, cliquez dessus. Comme bouton pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec des amis pour diffuser le message de courage et de souveraineté. N'oubliez pas de s'abonner et sonner la cloche pour ne jamais manquer une histoire épique comme celle-ci. Et dépose un commentaire ci-dessous. Dites-nous ce que vous avez appris du stand de Traoré ou comment vous appliquerez ces leçons dans votre vie. Poursuivons la conversation et inspirons-nous les uns les autres pour relever les défis.